Oui, bonjour à vous. Donc, je suis Thierry Jardin. Je suis le coordonnateur cyber du Centre de ressources régionales cyber, de la région Sud, et je suis basé donc à Toulon. Aujourd'hui, dans le cadre de notre webinaire mensuel qui a lieu chaque avant-dernier jeudi de chaque mois, nous allons parler de l'état de la menace cyber en 2021. Je propose, si vous avez des questions, qu'on les prenne à l'issue de cette présentation. Il suffira de lever la main et nous avons un opérateur qui prendra les questions et on répondra on répondra donc à vos questions à l'issue de la présentation. Voilà. Donc un peu l'ordre du jour. Donc il y a une introduction sur le sujet, essentiellement d'où proviennent nos sources, hein, puisque évidemment il est important de partir sur des sources fiables pour vous présenter cet état des lieux. L'écosystème de la menace, puisqu'on a déjà tout un écosystème de la cybercriminalité, je pense qu'il est intéressant de pouvoir la, la, la connaître afin de mieux comprendre les cyberattaques que nous subissons actuellement sur le territoire. Et enfin, à l'état de la menace, qui sont un peu les particularités que nous avons en 2021 sur ces cyberattaques. Donc, premièrement, l'introduction. Alors, un petit mot sur le CDRC. Pour ceux qui ne connaissent pas le CDRC, donc le CDRC, Centre de ressources régionales cyber, est un CSIRT de la région sud PACA, dont vous avez la photo sur la droite, qui est un centre de réponse à incidents pour les entreprises de la région, donc toute entreprise de type PME, ETI, qui possède un SIRET ou un SIREN sur la région, peut s'inscrire gratuitement auprès de nos services. Alors, les missions que nous avons, c'est d'assurer une veille à partir de l'écosystème sécuritaire régional et national sur les menaces et vulnérabilités. Donc, nous travaillons en étroite relation avec notamment l'ANSSI et Cybermalveillance. On a une grosse activité, évidemment, de sensibilisation des entreprises de la région de manière permanente en relayant par mail, puisque les bénéficiaires sont inscrits au C2RC, donc nous avons la possibilité de leur adresser des informations directement, donc soit relayer des informations d'État directement auprès de ces entreprises, soit des informations d'entreprises spécialisées. On a des capacités d'alerter si nous avons sur la région une attaque qui cible particulièrement la région, de pouvoir alerter ces entreprises au travers d'un maillage que nous avons avec différents organismes en la matière et capacité aussi de remonter dans l'autre sens, d'identifier des menaces sur la région qui peuvent intéresser le niveau national. Enfin, on assure un accompagnement des entreprises, donc une capacité à répondre par une personne humaine directement à un incident qui va vous orienter éventuellement si vous êtes victime par exemple d'un ransomware, ce qui arrive quotidiennement actuellement sur la région et sur toute la France d'ailleurs. On a la capacité de vous mettre en relation avec un prestataire de la région qui pourra venir vous aider. Évidemment, tout ça, ça sous-entend une inscription préalable au service du C2RC. Alors, comment est bâtie cette présentation? Nous nous appuyons exclusivement sur des sources françaises. Alors, je sais que pour avoir assisté à beaucoup de présentations sur la menace, tout ça est basé souvent sur des études anglo-saxonnes, d'éditeurs de logiciels. Alors, ce n'est pas qu'on se méfie de ce genre de choses, mais c'est quand même toujours une vue assez parcellaire. Si vous êtes fournisseur d'antivirus, vous voyez les menaces au niveau de votre antivirus. Si vous êtes fournisseur de sondes, vous voyez les menaces au niveau de vos sondes. Nous, on préfère s'appuyer plutôt sur des sources nationales, donc évidemment celle du CERT-FR, avec qui nous sommes en relation quotidienne. Donc toutes les alertes que peut publier le CERT
concernant, et il y a un très très beau document que je recommande pour ceux qui veulent aller plus loin à l'issue de cette présentation, qui est l'état de la menace ransomware de mars 2021, pour lequel j'ai utilisé un certain nombre d'éléments pour cette présentation. Nous avons donc Cybermalveillance qui vient de publier je dirais son rapport annuel de 2020, sur lequel on s'est appuyé aussi. Et puis, nous avons un certain nombre d'autres services de l'État qui nous alimentent en informations, comme la DGSI et la DRSD, donc, notamment au travers de lettres qu'ils publient de lettres qu'ils publient. Ensuite, on a des sources externes. Alors, en sources externes, nous avons Sequoia, donc, qui nous fournit un rapport sur la menace de manière très régulière. Et puis, nous faisons une veille sur toute la presse, comme vous pouvez le faire tout un chacun, notamment un certain nombre de journaux et de magazines spécialisés qui publient des articles. Mais évidemment, ces informations très importantes sont recoupées. Donc, on ne relaye pas d'informations directement venant de la presse, mais on recoupe cette information avec les services de l'État et surtout, on fait une traduction compréhensible. Donc, l'objectif de cette analyse de la menace aujourd'hui, c'est de expliquer à tout un chacun ce qu'est la menace en 2021 cyber. Donc, pour les spécialistes qui sont sur cette présentation, peut-être qu'ils vont trouver que certains passages sont un peu, comment dire, simplifiés, mais c'est volontairement, puisque l'idée, c'est de faire comprendre à tout un chacun ce qu'est la menace en 2021. Nous avons des moyens de publication, donc publication sur notre site web www.c2rcsud.org, mais aussi le webinaire mensuel, donc c'est ce que nous faisons actuellement, et des systèmes d'alerte en mail et newsletter. Alors, l'écosystème de la menace. Alors, ça, c'est un peu l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui et l'écosystème de la cybercriminalité. Alors, d'abord sur les acteurs. La typologie et motivation des cyberattaquants. Alors, on parle beaucoup de cybercriminalité. Donc, évidemment, la cybercriminalité, c'est l'évolution de la criminalité financière. Donc, avant, on braquait des banques, on braquait des agences bancaires. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'on ne braque plus des agences bancaires. Mais maintenant, on va braquer sur le numérique et donc pour récupérer de l'argent. Le rançon logiciel est typiquement ce type d'action que l'on a. On a aussi du cyberespionnage qui est un sous-groupe de la cybercriminalité, puisque je rappelle que de voler de l'information, c'est une infraction aux réglementations et aux lois, donc c'est un crime, comme diraient les Américains. Donc on peut avoir volé de l'information, qui peut être d'ailleurs monnayée. Donc ça c'est la première utilisation, ou qui peut être utilisée dans le cadre de l'intelligence économique. Donc, c'est toute l'information qui n'est pas disponible publiquement, donc qui n'est pas disponible soit au travers de Internet, au travers des moteurs de recherche ou d'outils un peu plus spécialisés qu'on appelle de ZINT, donc des recherches de sources ouvertes, qui sont disponibles sur Internet. C'est toute l'information qui se trouve enfouie au sein du système d'information des entreprises et que vous allez voler spécifiquement. Donc, c'est un sous-groupe de la cybercriminalité. Nous avons aussi le cyberactivisme. Alors là, la motivation n'est pas l'argent, mais c'est l'atteinte à l'image. Alors, on a eu une certaine époque, la grande époque des Anonymous, qui menaient des campagnes de dénigrement d'entreprises en notamment modifiant les pages d'accès au site web. Donc ça continue, mais c'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. On en trouve beaucoup moins. Ça s'est plutôt transféré sur ce que j'appelle le cyberactivisme, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux pour désinformer, pour manipuler. Donc tout ce qui concerne les théories du complot, le fake news, comme certains de nos amis américains ont été comment dire, acteurs à ce niveau-là. Les actions de la Russie vis-à-vis des élections, par exemple, ce genre de choses. Maintenant, nous sommes plutôt sur du cyberactivisme. L'idée, c'est de manipuler ou de porter atteinte à l'image. Et enfin, nous avons le cyberterrorisme. J'en dirai deux mots à la fin,
parce que le cyberterrorisme, on pense tout de suite, je dirais, aux terroristes, mais aujourd'hui, nous avons une frange un peu grise de cyberterrorisme d'État. Et je reviendrai parce que vous pouvez être, en tant qu'entreprise, victime collatérale de ce cyberterrorisme. Aujourd'hui, il faut savoir que la guerre numérique a commencé. Je vous donnerai des exemples précis. Euh, on parle aujourd'hui, par exemple, peut-être d'une guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Syrie et la Russie. Il est évident que si ça devait avoir lieu, ça serait précédé d'une attaque numérique sur l'Ukraine. Ça, c'est absolument évident. Alors, l'écosystème. Alors, nous sommes sur des systèmes de type mafieux. Donc, ce n'est pas une personne qui maîtrise l'ensemble des domaines, mais c'est un ensemble d'acteurs qui, pour une opération donnée, ou dans le cadre de groupes d'action, se rassemblent pour pouvoir produire ces attaques. Donc, nous avons un leader qui est en général assez difficile pour les forces de police d'identifier. Nous avons après différents acteurs. Alors sur la droite, vous avez les fraudeurs, donc ceux qui créent et déploient des schémas de fraude. Alors pourquoi? Parce que dans le cadre, par exemple, du phishing, aujourd'hui, si vous attaquez un établissement financier, il y a une connaissance métier de l'établissement financier. Ça a été bien démontré notamment par le groupe Lazarus, qui était un groupe d'origine nord-coréenne qui a attaqué les systèmes SWIFT. Donc Swift n'est pas un logiciel d'utilisation courante, sauf dans les banques pour le système de compensation interbancaire entre banques. Bon, on a vu dans ces attaques-là qu'il fallait parfaitement connaître le fonctionnement d'une banque pour pouvoir mener ce type d'attaque. Donc il y a une composante métier qui est importante et qui est de plus en plus présente. Donc souvent, dans ces équipes-là, il y a des gens qui connaissent le métier de la cible. Nous avons des hébergeurs, alors on connaît les paradis fiscaux, mais nous avons la même chose pour tout ce qui est hébergement, évidemment, ce qu'on appelle les bulletproof. Donc on a capacité à avoir des gens qui offrent des services clés en main, avec des maintenances, enfin, tout ce qu'on peut retrouver, le mode cloud, et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on peut retrouver, je dirais, dans le monde numérique standard, mais appliqué, je dirais, au hacking. Et à gauche, nous avons donc évidemment, il faut, lorsque vous envoyez un ransomware et que vous payez, qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, il faut arriver à masquer, je dirais, le destinataire final de l'argent. Donc il y a des caissiers qui s'occupent de blanchir cet argent, de le distribuer. Enfin, vous avez un certain nombre d'acteurs qui recyclent, je dirais, tout cet aspect. Et enfin, on a les hackers, je dirais, qui sont les personnes techniques de l'opération, qui développent et qui exploitent ces malwares et qui s'introduisent dans les systèmes. Donc, pour une opération donnée, on peut très bien avoir un ensemble de personnes qui se rassemblent pour mener une opération. Donc, on parle de groupes criminels, donc qui sont nommés. Il y a un certain nombre j'en nommerai un certain nombre aujourd'hui, mais il faut savoir que tous les échanges entre ces différentes équipes sont en général, c'est le principe mafieux, sont, comment dire, très cloisonnés. Donc, il est difficile pour des organisations policières de pouvoir remonter jusqu'à la tête. C'est le même principe que dans les schémas de distribution de drogue ou tout ce qu'on connaît en matière de cybercriminalité de type mafieux. Hacking as a service. Alors aujourd'hui, si vous n'êtes pas un spécialiste vous n'êtes pas un hacker, vous pouvez quand même vous lancer dans le business de la cybercriminalité, puisque vous avez l'ensemble des services outils qui sont disponibles sur Internet. Donc sur la gauche, vous avez l'outillage. Donc vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste, vous pouvez acheter, louer l'outillage, donc les malwares, les ransomware, des logiciels de distribution de ces malwares, des capacités de recycler l'argent, ainsi de suite. Donc c'est tout l'outillage qui est à gauche. Vous avez carrément des services qui sont disponibles, donc des services clés en main. Et enfin, vous avez de la donnée, puisque on le voit, on peut même mener des attaques. On prend de l'outillage, on prend des services et on récupère des données volées. Et à partir de là, on peut tenter une intrusion assez facilement sur sa cible. Donc ce marché-là, évidemment, ce qu'on appelle le dark web,
continue à prospérer. Il y a quelques sites qui sont fermés régulièrement par les forces de police, se trouvent donc souvent dans des paradis, je dirais, des bulletproof, donc des paradis dans lesquels il est difficile pour les juridictions de pouvoir agir. Donc c'est assez difficile à, à- à traiter, mais enfin, ça existe. L'ingénierie sociale. Alors là, c'est la DRSD qui nous fournit un schéma. Donc il faut savoir que dans tout phishing, il y a une partie analyse de l'empreinte numérique de la cible. Euh, on a eu sur la région un certain nombre de tentatives de phishing de bénéficiaires et ce qu'on constate par exemple typiquement sur les petites entreprises, c'est qu'en général, on met souvent euh, la photo, les adresses email, la fonction des personnes de la PME. Ça, c'est évidemment à ne pas faire. Pourquoi? Ben parce que ces informations peuvent être récupérées par l'attaquant. Et si j'ai par exemple l'adresse email du directeur général, si j'ai l'adresse email du comptable, ben, je peux mener une tentative d'arnaque au président. Donc, toute cette information qui est disponible sur le site web, sur l'ensemble de l'information que vous publiez sur Internet, peuvent être récupérées par des attaquants et peuvent leur servir dans le cas de campagnes de phishing. Ils peuvent aller un peu plus loin, c'est la phase 2, sur l'identification sur les réseaux sociaux. Donc, de voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des projets sensibles? Puisqu'on a des fois des entreprises qui parlent sur des réseaux sociaux de projets. Ah, je travaille sur tel projet. Donc, c'est une information qui est assez confidentielle, normalement, pour l'entreprise. Et on retrouve ces informations sur les réseaux sociaux. On peut identifier des accès potentiels des systèmes d'information. On peut scanner un certain nombre d'éléments, vérifier un peu s'il y a des portes qui sont ouvertes au niveau du système d'information. Ça sert en général au phishing ou ce qu'on appelle le phishing ciblé, le spear phishing. Et après, on peut aller beaucoup plus loin, qui est de créer un avatar, d'essayer d'infiltrer le réseau. Donc, je ne sais pas, ça m'est déjà arrivé, mais ça arrivé déjà à beaucoup de gens de revoir arriver des profils LinkedIn, par exemple, de personnes, vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi elles veulent rentrer dans votre réseau. Donc, en général, je vous conseille de les refuser si vous ne voyez pas quel est le lien que vous avez entre votre activité et ces personnes-là, parce que c'est déjà des tentatives, je dirais, d'infiltration dans vos réseaux sociaux. Donc ça, je parle pour les réseaux professionnels. C'est la même chose dans les réseaux sociaux de type Facebook. Bon, moi, j'ai fermé mon compte Facebook, donc j'ai pas le problème. Mais pour ceux qui ont encore du Facebook, il faut faire attention. Et après, j'utilise ces vecteurs d'entrée, les points 4 et 5, j'y reviendrai plus loin, notamment sur le mécanisme d'attaque. Donc là, c'est l'ANSSI qui nous détermine un peu quel est le principe d'une attaque. Donc soit je développe le range logiciel, mais si je suis victime d'une attaque par rançon logiciel et qu'elle a été développée spécifiquement pour moi, ça veut dire que je suis une cible à haute valeur ajoutée. Donc ça veut dire que soit je maîtrise une technologie, donc je suis dans le cadre de l'intelligence économique, soit je suis une grande entreprise. Donc le fait d'identifier le type de ransomware que vous subissez détermine déjà d'une certaine manière les motivations de l'attaquant. Soit j'ai acheté ou j'ai loué un rançon logiciel, donc je peux être un petit cybercriminel qui essaie de faire son business au quotidien et vous n'avez pas de chance, vous êtes une PME, ben vous aviez des informations disponibles sur Internet et puis vous avez été désigné comme cible. Le cybercriminel ne vous en veut pas particulièrement, mais c'est pour lui plus facile de vous attaquer qu'une autre cible. Donc, c'est la phase d'identification de cette cible. Et après, soit vous achetez tous les accès et donc vous continuez à mener cette attaque sans avoir particulièrement de compétences en, en, en cybersécurité et en technique. Vous n'êtes pas forcément un expert de la cybersécurité, vous pouvez très bien conduire cette attaque. Soit vous êtes un expert, évidemment, vous faites la compréhension initiale du réseau. Donc l'idée, c'est de trouver un point d'accès. À partir de ce point d'accès, vous allez créer
une liaison avec ce qu'on appelle un point de poste de contrôle et de commande, ce qu'on appelle les commandes and control, les 2C. Et à partir de là, vous allez essayer de propager vos charges utiles à l'intérieur du réseau pour pouvoir conduire votre attaque. Donc, si vous voulez bloquer une entreprise, vous allez essayer de déployer votre ransomware sur l'ensemble du réseau. C'est ce qu'on appelle donc la latéralisation. Donc, l'idée, c'est à partir de là de découvrir le réseau, d'aller installer, je dirais, vos charges utiles sur les différents postes de travail et de chiffrer. Et voilà. Et une fois que c'est chiffré, à partir du poste de commande et contrôle, en attendant en général le soir ou le week-end, vous verrez, vous remarquerez que les attaques ont lieu systématiquement le soir ou le week-end. Vous déclenchez le chiffrement de ces postes. Alors, pourquoi on le fait le soir et le week-end? Ben, parce que les équipes informatiques ne sont pas là. D'autre part, ça permet, si on le faisait dans la journée, chiffrer votre poste de travail, à un moment donné, vous allez vous apercevoir qu'il y a une très forte activité sur votre poste. Donc, vous allez vous interroger sur le pourquoi de cette activité. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça le soir. Les défenses sont plus faibles. Et surtout, on sait que les utilisateurs ne sont pas là. Et donc, on peut lancer ces attaques. Et en plus, on a plus de chances de pouvoir déployer l'ensemble de ces rançons logiciels sur l'ensemble des postes de travail et donc d'arriver à bien bloquer, je dirais, l'entreprise. Donc ça, c'est un point qui est important. Euh, alors, le problème d'une attaque, c'est la finalité et en fait, vous allez voir, c'est difficile de prime abord de savoir quelle est la finalité de la cyberattaque. Alors, le phishing, vous avez compris, c'est un peu le moyen privilégié pour s'introduire dans le système d'information. Alors, il y a différents moyens, pièces jointes. Vous pouvez mettre un coup de pression si vous êtes sur des arnaques par téléphone. Vous pouvez demander des informations confidentielles ou des documents qui peuvent vous servir dans le cadre de la fraude. Donc, une fois que vous avez installé votre charge utile, il y a une activation qui est faite au niveau du poste de travail, un téléchargement éventuellement. Alors là, je prends le cas des motettes qui était un réseau qui a été démantelé et pour lequel il y avait plus de 800 000 PC qui étaient infectés. Donc 800 000 PC. Vous pouvez demander à un tiers qui peut être un serveur d'une entreprise qui a pignon sur rue, qui ne le sait pas, de distribuer la charge utile sur ses postes de travail. Ce n'est pas forcément le hacker qui possède ce serveur-là, ça peut être une autre entreprise dont le serveur a été compromis, qui distribue cette charge utile. Une fois que c'est fait, on télécharge donc le ransomware, on établit une connexion, donc là, pour le coup, avec le cyberattaquant au travers de son système de command and control. Là, il peut piloter cette charge utile. Donc, on peut avoir des téléchargements d'autres éléments, soit pour, je dirais, se déployer au sein du système d'information, soit pour commencer à faire de l'exfiltration de données, alors ce qu'on appelle aussi fuite de données, ou, je dirais, vol de données. On peut mettre des charges additionnelles. Donc là, on a un outillage à disposition qui permet, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve à l'intérieur du réseau de sa cible, de pouvoir conduire un certain nombre d'opérations malveillantes. Donc, toutes les attaques ne se ressemblent pas dans le sens où il y a des questions d'opportunité. C'est sûr que si vous tombez sur des choses qui sont intéressantes lorsque vous avez votre malware qui investit votre réseau, il peut, par opportunisme, se dire, ah tiens, ça c'est de l'information qui m'intéresse. Par exemple, un gros fichier client avec des données personnelles, ça vaut le coup de le récupérer au passage avant de mettre un ransomware sur l'ensemble de mes postes. Donc ça, c'est très difficile au départ, et même, je dirais que le cyberattaquant il y a un effet d'opportunité, et cet effet de poupée russe, je dirais, avec une charge utile initiale et la possibilité de télécharger d'autres composants pour pouvoir, je dirais, en fonction de la situation, conduire des attaques, existe, notamment par exemple dans le cas des motettes qui a été démantelé, je dirais, brillamment par les forces de police. Les conséquences sont donc multiples. Alors, il y a deux grandes
catégories pour moi. Il y a ce qui est la cyberescroquerie, donc tout ce qui est arnaque. Et le problème de l'arnaque, c'est que nous avons le phishing, nous avons le spear phishing, et aujourd'hui, on a une nouvelle type d'attaque, c'est que nous avons du phishing avec des adresses email qui sont parfaitement valides, puisque il y a eu de l'usurpation d'identité de certaines personnes de l'entreprise, et donc ça devient de plus en plus difficile d'identifier ce phishing. Et ça peut être pour des finalités d'escroquerie. Et après, nous avons toutes les cyberattaques que nous connaissons, le vol d'identifiants, l'utilisation des PC comme serveurs zombies. Alors, vous l'avez bien compris, et on le verra, en général, avant d'avoir son rançon logiciel dans son entreprise, il y a eu des étapes préalables et peut-être que vous avez des PC qui sont... Alors, PC zombie, c'est quoi, hein? C'est un PC qui a la capacité à communiquer vers un site où il y a un poste de command and control et de recevoir ses ordres de cette cible. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans certains cas d'attaque par ransomware d'entreprise, après nettoyage, donc ça c'est, j'ai discuté avec un certain nombre de sociétés qui sont intervenues sur des ransomware, vous donc remettez la situation en route, donc en nettoyant tous ces postes de travail qui ont le ransomware, en récupérant les données, et puis vous vous apercevez, si vous n'allez pas si loin dans le travail, qu'au bout d'un certain temps, quelques PC qui n'avaient pas été atteints par le ransomware sont, comment dire, essayent de se connecter à l'extérieur vers ces fameux postes de command and control. Et vous risquez, souvent, si le nettoyage n'a pas été fait suffisamment de manière profonde et l'ensemble des postes, y compris ceux qui n'ont pas été infectés, hein, a priori infectés, vous risquez de vous reprendre le même ransomware. C'est arrivé à quelques entreprises. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et après, l'exfiltration de données, moi j'appelle ça de l'exfiltration, hein, puisque ça peut être utilisé pour de l'espionnage, donc de l'intelligence économique, pour de la revente, parce que c'est de la valeur marchande. Des données personnelles sont des données très importantes, notamment pour monter des escroqueries, par exemple, ou pour faire du cryptage des données pour demander des rançons. Alors, l'état de la menace aujourd'hui, qui est le sujet que nous allons aborder. Alors, je vous présente là, c'est issu du rapport annuel de cybermalveillance et ça concerne donc les statistiques de cybermalveillance concernant les attaques sur les entreprises. Ils ont fait ce même tableau à la fois pour les particuliers et pour les collectivités territoriales. Donc il y a quelques variations, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de décrire, un peu de déchiffrer ce que le contenu de ce tableau. Alors, ça, c'est toutes les demandes d'assistance qu'a reçues Cybermalveillance en 2020. 17% concernaient des rançongiciels. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? C'était des particuliers ou des TPE qui avaient donc plus accès à leur poste de travail et qui ont demandé assistance à cybermalveillance. Ensuite, nous avons un certain nombre de choses qui s'appellent piratage informatique, piratage de compte, usurpation d'identité. Donc ça représente environ 42%. La finalité de l'attaque n'apparaît pas clairement. On ne sait pas si c'est vraiment, je dirais, quelle est la finalité de cette attaque. Donc ça veut dire que l'intérêt, par exemple, pour nous, au C2RC, lorsque nous faisons une analyse de l'incident, c'est de trouver à la fois donc, les origines, mais ça, le prestataire sera peut-être le fournisseur de la source, mais surtout de connaître bien les conséquences. Quel était l'objectif ultime du cyberattaquant? On a la violation de données, donc ce que j'appelle moi l'exfiltration de données, qui est de 7%. Le hameçonnage, alors ça, c'est ce que nous avons actuellement aussi au CDRC. Avant, alors, en général, c'est assez... le mal n'a pas encore été fait. Il y a eu des tentatives d'hameçonnage identifiées par l'utilisateur qui le signale. Donc ça, c'est la meilleure situation pour nous, puisque ça veut dire qu'on est en amont de l'attaque, et donc là, on peut agir de manière efficace. Après, vous avez donc le faux support technique et le faux ordre de virement. Donc là, on est sur ce que j'ai appelé
la cyberescroquerie. Et enfin, une dernière attaque qui s'appelle le déni de service. Donc, le système, l'idée, c'est de bloquer le fonctionnement du site. Alors, c'est souvent des sites web, hein. Donc, on l'a vu récemment, et je reviendrai là-dessus, lors du passage des écoliers j'allais dire des écoliers en télétravail, en téléenseignement à distance. Donc, on a eu du déni de service. Voilà. Et d'autre part, l'ANSSI indique, si on veut avoir une idée de l'échelle de progression du nombre de cyberattaques, qu'on a une augmentation de plus de 255% sur 2020 de cyberattaques et donc de demandes d'intervention d'entreprises auprès de l'ANSSI. Donc, d'où l'intérêt, vous comprenez, avec ce rythme d'augmentation, les effectifs de l'ANSSI ne suivent évidemment pas ce chiffre d'augmentation et donc d'où l'intérêt de pouvoir, notamment dans le cas du plan de relance, créer les CCIRT régionaux qui vont venir un peu suppléer aussi toutes ces réponses à incidents que subissent donc les entreprises, sachant que pour l'instant tout est concentré à la fois sur cybermalveillance ou sur l'ANSSI. Alors, l'hameçonnage, vous allez comprendre assez rapidement, c'est un peu le couteau suisse de la cyberattaque. Alors, j'ai fait un tableau parce que c'est assez compliqué pour le béotien de comprendre un peu comment ça se passe, la finalité et autres. Alors, vous avez dans Napsys ce que j'ai appelé la sophistication de l'attaque. Vous avez l'hameçonnage traditionnel ou phishing. Donc, vous avez représenté un petit schéma, c'est le filet de pêche. Donc là, c'est ce qu'on a l'habitude de recevoir. Mais maintenant, pas mal enfin, si vous avez un anti-spam, en général, ça finit dans la boîte des spams. Mais c'est un peu des gens qui envoient des mails. Enfin, c'est assez grossier, donc en général, c'est facilement détecté, le hameçonnage. Vous avez le hameçonnage ciblé. Donc là, c'est un peu on vous a ciblé, donc ça veut dire qu'on a fait de l'ingénierie sociale sur votre entreprise. Donc on s'est un peu renseigné. Vous êtes une entreprise plutôt ciblée. Et puis après, vous avez l'hameçonnage ciblé. Et ça, c'est ce qui commence à arriver et c'est beaucoup plus difficile à identifier. C'est un peu la nouveauté avec usurpation d'identité, c'est-à-dire que le directeur général qui demande je dirais, à sa comptable ou son comptable de faire un virement, dans les deux premiers cas, on peut arriver à savoir que ce n'est pas le directeur général, mais dans le troisième cas, ça vient bien de la boîte mail et du PC du directeur général. Et pourquoi? Tout simplement parce que son PC ou sa boîte mail a été compromis. Et donc là, ça devient plus difficile d'identifier à la fois pour les acteurs qui reçoivent ce type de mail que en fait ce n'est pas le directeur général qui a envoyé le mail, mais c'est quelqu'un qui a accès à son poste, accès à sa boîte mail et qui accède à sa mail. Et de l'autre côté, en ordonnée, j'ai parlé des impacts. Alors j'ai mis les escroqueries, j'ai mis le PC zombie malware. Donc malware, c'est tout ce qui n'est pas ni fuite de données, ni rançon logiciel. Donc c'est les virus, c'est un peu... les antivirus en enlèvent beaucoup. Le PC zombie, je l'ai mis là parce que vous verrez, il a quand même son importance. Et le rançon logiciel. Donc, on a déjà les premiers types d'attaques, c'est le mail de phishing basique pour faire de l'escroquerie. Bon, aujourd'hui, ça, le spam arrive, l'anti-spam arrive assez facilement à résoudre ce type de problème. Si ça devient ciblé, bon, les anti-spam les plus récents arrivent encore à se protéger. Si on a une usurpation d'identité dans le cas du phishing, là, ça devient beaucoup plus difficile et l'anti-spam n'est pas suffisant. Alors, après, nous avons les rançongiciels. Alors, évidemment, ça, c'est la partie visible laser. Alors, aujourd'hui, si on lit la presse, si on regarde pas mal de conférences, on a l'impression que c'est l'attaque numéro 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est submergé de rançongiciels. Malheureusement, la situation n'est pas tout à fait celle-là, parce que lorsque vous avez un rançongiciel qui est sur votre système d'information, vous avez peut-être eu avant une exfiltration de vos données personnelles. Alors, on voit souvent beaucoup d'entreprises
qui font un communiqué de presse et qui disent la chose suivante. Oui, nous avons un rançon logiciel, mais nous assurons nos clients qu'aucune donnée a été volée. Malheureusement, ils sont absolument dans la capacité de faire ce type d'affirmation. Donc, je déconseille fortement, en communiqué de presse, suite à un rançongiciel, d'aller clamer sur les toits que les données n'ont pas été volées. Vous n'en savez rien, surtout au tout début, et c'est très difficile d'identifier si des données ont été volées. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez donc des données qui ont été volées et un rançongiciel sur votre poste de travail, ça veut dire que dans votre infrastructure, vous avez des postes zombies parce que ce rançongiciel, toutes ces données qui ont fuité ne sont pas fuitées tout seuls. Ça veut dire qu'il y a des PC qui ont un logiciel installé et qui communiquent avec l'extérieur et notamment le cyberattaquant. Et même, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, même si vous avez nettoyé tous les postes de travail qui ont le rançon logiciel, ceux qui ont l'air, je dirais, sains, ont peut-être ce, 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 ce bout de code qui va permettre de communiquer à l'extérieur et de réintroduire un nouveau malware, une nouvelle exfiltration de données ou un nouveau rançon logiciel à l'intérieur de votre système d'information. Donc, vous voyez, c'est pas si simple, je dirais, de nettoyer une infrastructure. Il faut bien prendre en compte tous les postes de travail, y compris ceux qui n'ont pas été soi-disant touchés. Donc après, ben, vous avez tous les cas de figure qui existent. Et donc là, je dirais, c'est très compliqué, vous voyez. Mais ce qu'on peut dire, in fine, c'est que, et ça c'est donc César et Opinionway ont mené une étude en février 2021 auprès des entreprises sur les typologies d'attaques et il est dit que 80% des attaques sont faites par phishing ou spear phishing. Donc, c'est bien ce que nous expliquions à ce niveau-là. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le rançon logiciel, c'est la partie visible des attaques. Donc, ce qui fait le buzz, ce qui fait les articles quotidiens, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que vous l'avez bien compris, pour arriver à avoir un rançongiciel sur votre infrastructure, il s'est passé plein de choses avant. Il y a eu des malwares qui sont installés, il y a peut-être des postes de travail qui ont été, comment dire, compromis. Vous avez peut-être de l'exfiltration de données qui a été faite et du vol de données. Donc, en fait, si on dit que les rançongiciels sont, je dirais, l'attaque numéro un, ben, la seule chose qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une progression de 255% là-dessus. Donc, vous imaginez, en sous-jacent, tout ce que nous avons, la nature du problème auquel on est confronté aujourd'hui. Donc, vous voyez, le problème est beaucoup plus, comment dire, important que le simple vision que nous pouvons avoir des rançongiciels qui sont un peu la vision visible d'une cyberattaque. Si on vous a volé de la donnée et qu'on vous installe pas un rançongiciel, il y a des tas d'entreprises qui ne savent pas que ils ont été victimes d'une cyberattaque. Donc, alors, les grandes entreprises disposent de dispositifs aujourd'hui pour contrôler leur infrastructure, mais lorsqu'on arrive au niveau d'une taille d'une PME, on a en général qu'un firewall, et derrière, on a tout le système d'information, et donc on n'a pas cette capacité, et peut-être aujourd'hui, à l'heure où je parle, et les personnes qui écoutent cette conférence, ils ont de l'information qui fuite de leur système d'information vers des hackers, et peut-être même de la donnée personnelle. Et ils sont peut-être aussi victimes, je dirais, et, ils sont peut-être des cibles déjà identifiées pour installation d'un rançon logiciel. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important à retenir aujourd'hui. Et OK, le rançon logiciel, c'est la partie visible et on communique beaucoup, on fait beaucoup de buzz là-dessus. Mais il faut bien se rendre compte que la totalité des attaques est beaucoup plus importante que la simple vision qu'on en a du rançon logiciel. Alors, on va faire quand même parler des rançons logiciels. C'est quand même le sujet du moment. Alors, là, on a, alors c'est MagIT, donc qui tient un état du nombre d'attaques connues dans le monde chaque mois. Alors moi, je vous ai présenté ça parce que vous voyez qu'en septembre, on a entendu un sommet et depuis septembre, on est descendu. Alors, il faut savoir qu'il y a un gros réseau
qui a été, comment dire, démantelé avec Emotet. Donc, il y a une très, très forte opération internationale impliquant l'Ukraine, la France, la Hollande. Enfin, il y a beaucoup de pays qui ont été impliqués là-dedans. Donc, quand on trouve ces réseaux-là, ça peut leur faire mal. Donc, ils ont un peu assumé ce coup-là. Donc, on est descendu, je voyais, jusqu'au mois de janvier. Et donc, bon, ça remonte, puisque la tendance, c'est quand même à l'augmentation à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que bah, c'est un peu comme, si vous voulez, en ce moment, c'est comme un virus, hein. Je ne voudrais pas faire de parallèle un peu facile, mais c'est comme la Covid, hein. Ben, dès que vous relâchez la surveillance, ben, ça remonte. Les entreprises donc, qui sont concernées, alors je suis désolé pour les couleurs, mais je crois que c'est Nancy qui nous a fait ce tableau-là. Donc les collectivités territoriales sont importantes. Donc il y a le domaine de la santé, le ransomware, bon ça c'est pas une nouveauté. Il y a encore hier des cliniques qui ont été attaquées, des réseaux de cliniques qui ont été attaqués. Les différents domaines qui sont concernés, les collectivités territoriales aussi sont des cibles privilégiées. Le gros avantage d'une collectivité territoriale et du numérique, par exemple, c'est que, eh ben, un système d'information, rien ne ressemble plus à un système d'information du numérique qu'une autre mairie, hein. Vous avez l'état civil, l'action sociale, bah, ça vous l'avez dans toutes les mairies de France. Donc, avec des logiciels du marché qui sont essentiellement français d'ailleurs, donc bien connus. Donc, vous arrivez assez facilement, si vous bâtissez une attaque sur une mairie, à retrouver un environnement similaire dans une autre mairie. Donc, ça facilite l'attaquant puisque la connaissance métier est acquise. Voilà, donc, euh, hop là, excusez-moi, il y a un petit souci. Alors, l'effet Covid. Alors, on parle beaucoup de l'effet Covid. On a dit, vous avez peut-être suivi des conférences, nous avons une multiplication des attaques suite au Covid. Alors, comment ça s'explique? Euh, alors, vous savez qu'en mars 2021, il y a eu un choc pour tout le monde, je pense, qui a été le confinement, et notamment d'un point de vue professionnel, je dirais le télétravail qui est arrivé dans nos vies. Et maintenant, nous sommes tous des pros de la visio, mais en mars 2021, ce n'était peut-être pas le cas. Alors, on a eu un achat massif de PC afin de remplacer les PC fixes parce que quand on a décidé de mettre en télétravail des entreprises, ben, beaucoup de fonctions administratives étaient en PC fixe. Donc, et pourtant, des activités administratives peuvent se faire en télétravail. Donc, il a fallu acheter en urgence des PC portables pour pour ces fonctions administratives. Donc, d'ailleurs, on le voit puisque on a eu une augmentation de vente de PC de 13% en 2020. Alors qu'on est dans un marché qui était en train de se tasser. C'est la plus forte hausse depuis 10 ans. Et Médiamétrie a mesuré qu'en 2020, on a passé plus de 40, le temps passé devant un PC a augmenté de 46%. Donc, c'est énorme par rapport à 2019. Cybermalveillance, donc ça c'est issu du rapport. La fréquentation mensuelle, vous voyez que nous avons un pic en mars à 188 000 demandes, avril, et qui rebaisse en août, et sur le second confinement de novembre est remonté. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation directe entre les demandes d'assistance cybermalveillance et les périodes de confinement. Alors, comment on explique tout ça? Quand on est parti, on a laissé nos PC fixes et on est parti avec des portables, les données qu'on avait sur nos PC fixes, des fois, on les a mis sur des clés USB, sur des disques externes, et on est parti avec ça à la maison. Donc déjà, on offre vis-à-vis des cyberattaquants une plus grande surface d'exposition à l'exfiltration des données. C'est sûr que si on dissémine dans la nature, et notamment chez soi, des données personnelles qui appartiennent normalement à l'entreprise, on a statistiquement plus de chances de se les faire voler. Le Shadow IT, bon, évidemment, on n'a pas fait que acheter des PC, on a utilisé les PC de la maison, dont le niveau de sécurité n'est peut-être pas au niveau des PC de l'entreprise, puisque c'est utilisé par les enfants, on fait des jeux, voilà, donc
peut-être que les logiciels ne sont pas tout à fait à jour, et ainsi de suite. Et donc, on a des PC avec des mots de passe faibles. Hein. C'est sûr que les PC familiaux, en général, on ne se fatigue pas trop pour avoir un mot de passe Windows très fort. On a des vulnérabilités qui sont présentes sur le poste qu'on n'aurait pas dans une entreprise. Donc, on a des cibles qui sont plus faciles à pénétrer. Et puis, d'autre part, on a une type d'attaque, c'est qu'on a mis en place dans l'urgence des accès à distance au système d'information. Quand on ne pouvait pas transporter ces données-là et il fallait pouvoir accéder des serveurs qui se trouvaient dans l'entreprise, on a mis en place ce qu'on appelle des accès distants. Et malheureusement, on a mis en place des fonctions Windows qui s'appellent RDP, Remote Desktop Protocol. Et donc là, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites. Ça a été notamment identifié par la gendarmerie sur ces accès distants. Donc, on a une résistance plus faible aux attaques de type brute force. Donc, c'est-à-dire que on prend vos accès distants qui accèdent sur des ports bien connus et on essaye des mots de passe. C'est ça qu'on appelle la brute force. Donc, alors, avant même tout ça, les FSA et OpenUI disaient que sur les cyberattaques, 41% étaient des tentatives de connexion par mot de passe. Donc, on a des dictionnaires de mots de passe et on essaye des mots de passe. Donc, si vous mettez le prénom de vos enfants, enfin, vous connaissez la chanson, prénom des enfants, Azerty UIOP, qui est, je crois, un des plus connus mots de passe de la Terre ou ce type de masse. Et bien, si vous mettez un mot de passe un peu faible, et ben, vous avez forte chance que votre accès soit compromis. Et puis des défauts de configuration. Alors les défauts de configuration dans le cadre du Covid, ben, c'est le poste de travail familial qui n'est pas au niveau de sécurité du poste de travail d'entreprise. Ça peut être aussi les serveurs qui sont pas au niveau de configuration. Il y a beaucoup de serveurs qui peuvent être utilisés par les hackers comme serveurs relais. Donc vous êtes impliqué malgré vous dans des cyberattaques parce que votre infrastructure est utilisée pour ces cyberattaques. C'est quand même 52% d'exploitation de défauts de configuration, c'est énorme. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu cet effet dit Covid. Après, sur les ransomware, nous avons trois types d'attaques. On a ce qu'on appelle le Big Game Hunting. Alors le Big Game Hunting, pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur Internet, vous tapez Big Game Hunting et vous voyez des gens, c'est la grande chasse, hein, c'est des grands fauves dans le, en Afrique, par exemple, qui se font prendre en photo avec un éléphant, un rhinocéros et autres, avec un pied sur la victime, avec son fusil. Voilà, c'est le big game hunting, comme on dit. Et on a la même chose en cyber. Alors là, on est face à des organisations mafieuses très organisées. Donc, elles ont des ressources financières, donc elles ont le temps pour attaquer. Elles ont des compétences techniques importantes, c'est-à-dire que les rançongiciels qu'elles vont utiliser sont extrêmement sophistiqués. Et il y a toute une préparation de la cible qui est faite en amont. Si vous êtes victime d'un big game hunting, c'est que vous êtes, euh, vous êtes victime d'une cible qui recherche très précisément soit des informations que vous détenez, soit vous avez, vous êtes vraiment ciblé. C'est pas un hasard. C'est pas un rançongiciel que vous avez reçu par hasard. C'est vraiment vous êtes une cible. Alors Ragnar Locker, qui a été utilisé notamment dans le cas de CMA-CGM, par exemple sur la région et de ce type-là. DarkSide. Et là-bas, pourquoi on sait que vous êtes la cible? Ben, c'est que dans les ransomware, lorsque les équipes d'analystes regardent ces rançongiciels, on a carrément le nom de la victime qui est codé dans le code. Donc déjà, ça veut dire que c'est uniquement pour vous. Euh, vous avez des adresses de contact et enfin, vous avez un ensemble d'informations qui sont très spécifiques à vous, ou même les montants des rançons sont adaptés aux revenus de l'entreprise, puisque il est arrivé dans le passé que des petits malins essayaient de demander des rançons qui étaient complètement disproportionnées par rapport à ce que pouvait payer l'entreprise. Donc évidemment, il faut toujours, enfin, vu du cyberattaquant, il faut quand même demander une rançon qui soit, on va dire, entre guillemets, acceptable dans l'entreprise.
Donc, ça veut dire qu'il faut avoir fait une analyse financière préalable de sa cible. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le big game hunting. Donc, si vous êtes victime d'un rançon logiciel de ce type-là, vous étiez une cible. Donc, nous, dans ce cas-là, bien évidemment, on avertit les services de l'État, puisque que ce soit la DGSI, la DRSD, si vous travaillez dans l'environnement militaire, bon, l'ANSSI, bien évidemment, sont alertés, puisque là, il faut, comment dire, c'est le feu rouge, il faut vraiment intervenir de manière urgente. Le ransomware as a service, donc ce qu'on appelle le RAS. Alors là, c'est ce que je disais, vous avez vu qu'il y a tout un écosystème qui met à disposition un certain nombre de choses. Et donc, vous avez la possibilité de souscrire à ce service. Et donc, l'ANSSI référence un certain nombre de rançons logiciels. Donc, si vous êtes victime de ce type de rançon logiciel, donc Sodino, Kibi, Doppler, PMR, Mez, Networker, Egregor, bon, des fois ils ont des noms un peu compliqués. On sait qu'en général, vous êtes victime d'un groupe criminel qui fait du business, je dirais, as a service. Et donc, vous n'êtes pas forcément une cible. Il y a eu certainement une analyse de la situation, peut-être, pour savoir si vous étiez en capacité de payer. Mais voilà. Et donc, ce modèle consiste donc, ça marche sous forme d'abonnement. Donc, vous avez un site qui est représenté à droite qui s'appelait Grand Crabe, qui a été fermé, hein. Mais vous avez un site web où vous avez l'ensemble des fonctions qui sont disponibles, y compris le support utilisateur. Donc, en général, les rançons logiciels, les outils, tout ça sont extrêmement bien documentés. Vous avez même des vidéos de mise en œuvre et ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment un niveau de support utilisateur qui est de très bon niveau. Je dirais, c'est assez curieux. Certains éditeurs de logiciels devraient s'en inspirer d'ailleurs. Vous avez des infrastructures de paiement et de distribution. Donc, sur Grand Crabe, vous pouviez le gérer aussi. Vous avez des services prêts à l'emploi. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Maintien en conditions personnelles, support technique, interface de gestion d'un plan, interface d'échange avec les victimes. Donc, vous avez tout l'outillage nécessaire. Vous êtes un utilisateur de service. Voilà. Et donc, tous ces utilisateurs sont considérés comme des affiliés au service. C'est le nom qu'on utilise à ce niveau-là. Donc, ça permet de faire des opérations d'extorsion à moindre coût. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on en a autant aujourd'hui, puisque vous comprenez bien que le big game hunting, c'est ciblé, mais du RAS, ben, c'est un peu, je dirais, la grande cavalerie. Donc, c'est un peu tous les criminels qui décident de se mettre sur Internet pour faire de la cybercriminalité, ben, passent par cette phase-là. Et pas de nécessité de compétences techniques, puisque vous passez par des interfaces utilisateurs qui vous pilotent tout ça. Et enfin, dernier niveau d'infection, c'est ce qu'on appelle le water hole, ou le par point d'eau. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Alors, ça, c'est en général, vous recevez de temps en temps des mises à jour de logiciels. Et alors, je sais que certains hésitent à faire la mise à jour, et des fois, ils ont raison d'hésiter à faire la mise à jour. En fait, vous avez des pop-up, hein, vous êtes en train de surfer, puis vous avez des pop-up qui vous demandent, vous disent, ah, votre antivirus est plus à jour, votre navigateur est plus à jour, veuillez le mettre à jour. Bon, bon là, je pense qu'il faut éviter de cliquer, bien évidemment, parce que si vous cliquez, voilà ce qui peut se passer. Vous allez donc télécharger une charge utile sur un site web compromis. Et vous allez installer un logiciel qui peut aller jusqu'à un rançon logiciel. Et en fait, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, en fait, dans ce cadre-là, ce n'est pas du phishing, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas adressé le mail. C'est vous qui êtes venu sur un site web compromis récupérer la charge utile qui vous a infecté. Donc, c'est une autre façon de s'infecter qui existe et qui est, c'est d'autant plus difficile à détecter que si je suis un site web compromis d'un éditeur de logiciel qui est présent sur la place. On a entendu parler de SolarWinds, mais il y a eu CCleaner qui a été dans le passé, qui est un logiciel qui était extrêmement diffusé pour les postes de travail par les particuliers, qui a été compromis aussi. Si vous êtes un éditeur de logiciel qui a une compromission et que donc vous tombez dans ce cadre-là, ça peut faire un dégât, je dirais, considérable vis-à-vis des clients de cet éditeur de logiciel.
L'ANSSI présente un modèle dans son rapport sur les ransomware qui concerne donc Westlocker. Donc là, c'est une fausse mise à jour de navigateur. Vous téléchargez une archive zip qui contient un fichier JavaScript malveillant, qui lance donc un PowerShell. Vous faites une montée de privilèges donc, pour avoir les droits administrateurs sur votre poste de travail. Vous utilisez des fonctions Windows, tout simplement, pour travailler. Et après, vous pouvez distribuer votre rançon logiciel sur toute votre infrastructure. Donc, un simple clic d'une personne croyant mettre son navigateur à jour peut conduire à un blocage complet de tout le système d'information de l'entreprise. Donc, c'est une méthode qui est utilisée, moins fréquente que les deux précédentes. Bon, vous avez compris que la précédente est extrêmement utilisée. Ça peut faire beaucoup de dégâts si l'éditeur, enfin, si le site web compromis est un site web qui est utilisé par beaucoup de personnes. Mais c'est la troisième façon de s'infecter. Enfin, on va parler de la cyberattaque par rebond afin d'atteindre des grandes entreprises. Alors, comme je m'adresse aussi aux PME, il faut savoir que dans le baromètre Cézanne et Opinionway de février 2021, 20% des attaques se font par rebond d'un prestataire. Alors, je vous ai fait une petite animation. Donc, le hacker, première phase, va essayer d'infecter un sous-traitant d'un grand groupe. Donc, évidemment, il va installer son malware là-dessus. Mais l'objectif de ce malware n'est pas de bloquer ce sous-traitant, mais dans une phase 2, d'aller infecter l'entreprise donc dont cette PME est la sous-traitante pour conduire cette attaque sur cette grande entreprise. Alors là, nous sommes face à une attaque forcément qui est ciblée. On sait très bien que les défenses de l'écosystème des grandes entreprises est plus faible que la propre défense des grandes entreprises. Aujourd'hui, tous les grands groupes en France ont ce qu'on appelle des SOC, Security Operations Center, des CERT ou des CCIRT comme nous, et ont des équipes d'intervention, des compétences techniques en cybersécurité. Et donc, la défense périmétrique des grandes entreprises est assez bonne. Par contre, là où est le talon d'Achille, qui est représenté le maillon faible, on va dire, c'est les PME. Et donc, si on est face à ce type d'attaque, évidemment, parce qu'on est obligé des fois d'ouvrir des liaisons informatiques entre le sous-traitant et l'entreprise pour pouvoir s'échanger dans le cadre de services numériques des informations, il est évident que si on a cette phase-là, vous êtes une PME, vous n'êtes pas la cible de l'attaque, mais vous êtes le relais de cette attaque. Donc, c'est 20% des attaques. Et donc, évidemment, si vous êtes dans cette situation, nous alertons les services de l'État, puisque, évidemment, il faut voir quelle est la cible qui est derrière. Donc, ça, c'est un check aussi à faire, c'est de savoir si la PME qui est victime de l'attaque ne travaille pas pour un grand groupe. Et si c'est le cas, il faut mieux avertir cette société pour qu'elle prenne des mesures de façon à renforcer sa sécurité périmétrique à ce niveau-là. Les attaques par déni de service, donc vous avez vu que surveillance, il y avait 4% d'attaques. Alors c'est quoi? Alors, on a vu que dans les phases d'attaque par ransomware, il y a des PC zombies qui sont créés. Et donc aujourd'hui, nous avons des centaines de millions de PC zombies de par la planète. On peut avoir donc on a vu que sur Emotex, c'était 800 000 qui ont été identifiés. Donc ces PC-là sont des PC dormants, donc ça peut être votre PC aujourd'hui, et ils ont un lien avec un PC de commande et ils vont déclencher donc par saturation une attaque sur service. Donc il y a la fameuse attaque dont on a parlé récemment sur le CNED et notamment le service de ma classe à la maison. Donc évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les opérateurs ont des mécanismes de protection là-dessus. Hein. Donc il y a eu une discussion, il y a eu un problème de compréhension puisqu'on a accusé OVH alors qu'OVH n'était pas hébergeur de cette application. Donc c'était voilà, mais il faut savoir que les hébergeurs ont des capacités de filtrer à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces attaques-là, les personnes qui sont commanditaires ici à ce niveau-là, alors on parle de Russes, bon, personne n'en sait trop rien pour l'instant. Par contre, les PC qui ont attaqué le CNED, c'est peut-être votre PC qui l'a fait. C'est ce que je voulais dire par là. Donc, c'est ce qu'on appelle les attaques par déni de service. Enfin, le cyberterrorisme. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est la guerre
déjà, la guerre est déjà commencée entre les États. Alors, j'ai pris un exemple un peu particulier, qui est ce qui se passe entre la Chine et l'Inde. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en 62, la Chine a envahi un bout de territoire indien. Et depuis 62, nous avons une ligne de démarcation, donc c'est la petite carte que vous avez à droite. Donc, on a gelé la situation. Mais depuis 62, et donc là, je vais parler de ce qui s'est passé en 2020, il y a donc des attaques. Alors, il y a des incidents de frontières qui ont lieu régulièrement, quelques morts malheureusement. Mais en 2020, on a vu que on est passé à des phases beaucoup plus actives. Alors, en 2020, l'Inde a été victime d'une attaque à répétition, puisqu'on a eu 10 compagnies. Alors, ils ont un système de compagnies régionales d'électricité. Donc, l'électricité en fonction des régions de l'Inde est différente. Hein, c'est pas un système. C'est comme ce qu'on trouve aux États-Unis, notamment, et dans un certain nombre de pays. Vous avez des compagnies régionales d'électricité. 10 compagnies distinctes du secteur de la production et de la distribution électrique ont été attaquées. 2 ports maritimes. Il y a eu une panne électrique, donc aujourd'hui on ne sait pas de Mumbai, on ne sait pas si ça avait été, c'est aussi à mettre dans le même cas. Et donc le 12 février, donc en langage diplomatique, le ministre des Affaires étrangères indien a dit que la confiance entre l'Inde et la Chine était profondément perturbée. Bon, c'est une traduction de ce qui a été dit. Donc évidemment c'est du langage diplomatique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des groupes. Donc, alors il y a eu des analyses qui ont été faites par les différents de ces attaques. Hein. On a vu donc ça a été utilisé une backdoor Shadowpad. Donc, ça veut dire que ces compagnies indiennes avaient dans leur logiciel de gestion électrique une backdoor qui s'appelle Shadowpad qui avait été installée. C'est pour ça qu'on a pu faire mener 10 attaques sur 10 entreprises, enfin 10 distributions d'électricité. Donc on peut massifier, on va dire, ce type d'attaque. On a remonté au niveau du système de ce qu'on appelle le contrôle, command and control. Donc il y a un réseau qui s'appelle, je vous laisse lire hein, parce que c'est assez imprononçable, avec une technique. On a remonté donc toute cette chaîne-là pour arriver sur une organisation qui s'appelle Aleco, qui est d'origine chinoise, dans une région chinoise bien connue, successeur d'un groupe bien connu qui s'appelait APT 41. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un groupe de cybercriminels chinois dans une entreprise commerciale bien connue d'une région de Chine bien connue qui mène ce type d'attaque. Vous comprenez bien que le gouvernement chinois ne peut pas ne pas être au courant de ce type d'informations. Donc, c'est un peu, on ne sait pas comment classifier ce type de choses. C'est pas de la cyberguerre, puisque bon, la Chine n'a pas déclaré la guerre à l'Inde, mais néanmoins, c'est un peu de la, on va appeler ça du cyberterrorisme de l'État. C'est des groupes, on va dire un peu de type milice, qui interviennent et qui attaquent les pays. Donc aujourd'hui, ce type de choses, vous l'avez tous les jours. Récemment, je l'ai parlé, mais les Israéliens et les Américains, certainement, ont attaqué le système électrique de l'usine d'enrichissement d'uranium iranien. Donc, l'usine est à l'arrêt pour l'instant. Bon, tant que l'Iran n'arrivera pas à produire son uranium pour construire sa bombe, il y aura des attaques informatiques. Après, je pense qu'on entrera dans une phase plus, malheureusement, plus destructive. Et ça, nous avons. Il y a eu déjà des attaques lors de l'envahissement de la Russie de la Crimée par la Russie, enfin, et autres. Il y a eu des attaques par la Russie. Aujourd'hui, tous les jours, à l'heure où on parle, il y a des attaques entre États qui se produisent à ce niveau-là. Et donc, il faut savoir que, c'est ce que je dis toujours, la cyberguerre a déjà démarré. Sauf qu'il n'y a pas de déclaration de guerre. Donc, c'est du terrorisme au sens légal du terme. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on peut reprendre. Autrement, pour ceux qui j'ai un peu débordé, excusez-moi. Pour les autres, ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt donc pour un prochain webinaire.
Est-ce que vous avez des questions? Bon, on n'a pas de questions. De toute façon, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours m'écrire à t.jardin@c2rcsud.org. Et voilà, je répondrai à vos questions éventuellement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.